Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais faire une rapide présentation du contexte du projet, de la production fourragère à La Réunion. Puis je vous présenterai les objectifs du dispositif qui a été mis en place. Enfin, je vous présenterai donc les protocoles assez succinctement qui ont été mis en place dans le cadre de ce projet. Je vous présenterai donc les principaux résultats obtenus, puis je terminerai par un point sur la valorisation des résultats qui a été fait et les perspectives pour la suite. Donc, l'île de la Réunion est un département français où l'agriculture est très présente. La principale production est la canne à sucre, dont vous pouvez voir en rouge les surfaces sur la carte de la diapositive. Donc, c'est une culture qui est essentiellement présente dans les bas de l'île, entre 0 et 600 mètres d'altitude. La deuxième surface agricole de l'île, c'est les prairies. Elles représentent 29% de la surface. Ça équivaut à 11 000 hectares. Sur ces 11 000 hectares, on va trouver principalement des pâtures. Donc, ça représente 80% des prairies mises en place à La Réunion. Donc, l'île de la Réunion, donc c'est construit autour de volcans. Donc, il y a une topographie montagneuse. Donc, on est sur un climat tropical humide d'altitude. Ce contexte pédoclimatique permet l'implantation d'une grande diversité d'espèces fourragères. Donc, c'est une chance pour ce territoire. Sur le littoral, on va implanter des espèces tropicales de type C4 à fort potentiel fourrager, telles que le chloris, le bracaria ou le kikuyu. À partir de 1000 mètres d'altitude, on va pouvoir implanter des espèces tempérées de type régras, dactyle, brome, trèfle blanc. Et entre 800 et 1500 d'altitude, on va pouvoir trouver des mélanges entre les deux types d'espèces. L'espèce emblématique de la Réunion, des prairies réunionnaises, c'est le Pennisetum clandestinum, appelé ici kikuyu. Il représente 70% de la surface en herbe. Et dans 80% des cas, c'est des pâtures. On le retrouve couramment en association avec des tempérées à partir de 1200 mètres d'altitude. Donc, c'est une espèce qui a été introduite à La Réunion dans les années 70 et qui vient des hauts plateaux d'Afrique. Et elle s'adapte très bien à la topographie de l'île, donc avec des prairies qui sont souvent pentues. Et elle a la capacité, par rapport à d'autres espèces tropicales, d'avoir une bonne tolérance aux températures basses, ce qui fait qu'elle se plaît bien dans les hauts de l'île où les températures peuvent descendre en dessous de zéro à certaines périodes de l'année. La particularité de cette espèce, et qui a toute son importance dans ce projet, c'est qu'elle a un pore de type stolonifère. Donc, c'est-à-dire qu'elle va former tout un tapis de stolons, un feutrage de stolons à la surface du sol, qui n'est pas forcément valorisé par les animaux et qui va jouer du coup sur la capacité qu'on peut avoir à évaluer donc, la biomasse réellement disponible. Le climat de l'île est favorable à une pousse de l'herbe toute l'année. On observe des rendements possibles entre 10 à 30 tonnes de matière sèche par hectare et par an, donc c'est assez important. Donc, on a une gamme très élevée, mais on a aussi des rendements qui peuvent être très importants. Sur le littoral, où les conditions météo sont toute l'année favorables à la pousse, avec une bonne gestion, on peut atteindre de 20 à 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an sur des espèces comme du chloris ou du bracaria quand elles sont irriguées en saison sèche. Dans les hauteurs, on observe une légère baisse de la production de juin à octobre durant la saison fraîche et peu pluvieuse, ce qui explique des rendements un peu plus faibles que sur le littoral, alors qu'on a des espèces qui pourraient avoir un potentiel aussi élevé. Donc, sur cette zone, avec une bonne gestion, on peut atteindre 18 à 25 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Les prairies spontanées des hauts sont moins productives. Ce sont des prairies composées principalement de floues odorantes ou de houles laineuses. Donc, on est de l'ordre de 10 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Donc, c'est des niveaux de rendement plus bas qui s'expliquent par des espèces qui sont moins productives. Ces valeurs que je vous présente là, ce sont des données qui sont issues d'essais, mais également de suivi en élevage. Je vous ai présenté les potentiels de rendement quand les prairies sont bien gérées, mais dans la réalité, ils sont rarement atteints. Dans les années 2017, il a été réalisé une étude qui a mis en avant une sous-valorisation des prairies réunionnaises. Les rendements observés en élevage sont de l'ordre de 6 à 8 tonnes par hectare et par an sur pâture et de 10 à 12 tonnes
de matière sèche par hectare et par an sur fauche. Il y a quand même un gros écart entre ce qui peut être fait et ce qui est réellement valorisé. Ça a des conséquences au niveau de la production locale, c'est qu'on observe des déficits fourragers réguliers en saison fraîche chez les éleveurs, hein, qui doivent acheter régulièrement du fourrage à l'extérieur en urgence. Et à 3 reprises, les filières ont été obligées d'importer du fourrage de métropole au cours d'épisodes de sécheresse marqués, liés donc à un déficit très marqué dans les élevages de fourrage. De ce qui ressortait de cette analyse, c'est qu'il y avait globalement une gestion des prairies qui n'était pas optimale, une gestion qui était inadaptée, due notamment à une mauvaise connaissance de la pousse de l'herbe et à un manque d'adaptation et d'anticipation des éleveurs pour mieux gérer cette valorisation d'herbe. Donc à La Réunion, on va observer 2 saisons de pousses qui sont très marquées. Une saison des pluies de décembre à février, où la pousse est très importante et où les éleveurs se sentent souvent dépassés d'après les retours qu'ils nous ont faits. Et ils ont du mal à gérer ce surplus d'herbe. Les conditions météo aussi sont difficiles, pluvieuses, donc ce qui rend aussi difficile aussi la réalisation de stock. Donc il y a beaucoup de gaspillage à cette saison. Et en saison fraîche, de juin à octobre, là, la pluie est moins fréquente et les températures sont plus basses. On observe une baisse de la croissance des prairies. Et dans cette période-là, on peut manquer de fourrage si des stocks d'herbes et une gestion adaptée n'a pas été mis en place. Donc, ce qui nous manquait localement pour améliorer la gestion des prairies, ce sont des données chiffrées de la croissance pour pouvoir réajuster la gestion du pâturage. L'objectif du projet était donc de déterminer la croissance moyenne de l'herbe tout au long de l'année sur les principaux secteurs fourragers de l'île. Dans un premier temps, cela vise à mieux comprendre la dynamique de pousse au cours de l'année, les niveaux de croissance et sa saisonnalité. Dans un second temps, l'objectif du suivi était de permettre de redéfinir les référentiels utilisés pour gérer le pâturage, tels que le chargement, le temps de repousse, la surface attribuée aux animaux. Et enfin, dans un troisième temps, l'objectif était d'informer en temps réel les éleveurs de la pousse de l'herbe pour les conseiller dans le pilotage de leurs prairies et du coup de pouvoir les aider à anticiper donc des aléas climatiques. Pour ceux qui ne sont pas familiers au système fourrager, je vais faire un petit rappel rapide. Donc, la croissance de l'herbe, c'est l'évolution de la biomasse produite entre 2 instants T. C'est un indicateur qui est très utilisé en agronomie fourragère pour comparer la dynamique de croissance de différentes espèces et de prairies. Le suivi pluriannuel d'une prairie, d'une espèce, permet d'avoir une image du fonctionnement de celle-ci sur l'année et donc de définir toute une série d'indicateurs et des itinéraires techniques adaptés. Donc, comme je le disais, pour mesurer la croissance, il faut, entre deux dates, il faut pouvoir évaluer la biomasse produite entre ces 2 dates. Pour cela, on a deux grandes méthodes qui sont utilisées principalement. La première approche, c'est la mesure directe. Donc, on va mesurer la biomasse présente sur la prairie à un moment donné. Donc, il y a plusieurs approches, soit au quadrat, soit avec une moto faucheuse. Donc, on prélève l'herbe, on la pèse, on prend un sous-échantillon qu'on fait sécher en étuve pour connaître le taux de matière sèche. Et à partir de ça, donc, on peut obtenir une valeur en tonnes de matière sèche par hectare. Donc, c'est une méthode qui est précise, mais qui est chronophage, qui demande du temps et du personnel, et donc qui est coûteuse. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait en routine sur un dispositif qui vise à terme à informer les éleveurs. La deuxième méthode est une évaluation indirecte qui passe par la mesure de la hauteur d'herbe à l'aide d'un herbomètre. L'objectif, c'est à partir de cette hauteur d'herbe, arriver à estimer une biomasse présente. Donc, c'est une méthode qui est moins précise que la méthode directe, mais qui, dans un suivi en routine et rapide, est nettement moins coûteuse. Donc, en conclusion, pour pouvoir obtenir la croissance de l'herbe, nous devions définir en parallèle quelle était la densité d'herbe des prairies réunionnaises. C'était un point très, très important parce que
Comme je vous le disais, donc la morphologie du kikuyu fait qu'on ne peut pas se baser sur, des grilles de densité, qui ont pu être développées, en métropole sur des prairies, de raies gras ou, de dactyles. On est sur, une morphologie qui est complètement différente, donc on avait besoin, de définir en parallèle de ce suivi de la croissance, quelle était, la densité d'herbe, associée, à ces hauteurs d'herbe. Donc, je vais vous présenter maintenant le dispositif expérimental mis en place par l'ARP et pour lequel le CIRAD, dans le cadre du projet Eclipse, donc, a apporté son appui scientifique, notamment dans la définition des protocoles et donc la définition des grilles de densité d'herbe. Donc, le suivi a été mis en place fin 2017 et se poursuit jusqu'à présent. Donc, les résultats que je vous présenterai tout à l'heure présentent les résultats obtenus entre 2017 et 2020. Donc, la première étape du dispositif, ça a été de définir les zones qui allaient être suivies dans le cadre de l'observatoire, car la diversité pédoclimatique de l'île fait qu'on a aussi du coup une diversité de croissance saisonnière des prairies. Il y a un travail, une réflexion qui a été menée à l'ARP pour définir des 3 grandes zones de pâturage qui étaient les zones principales de pâturage de l'île, mais qui également présentaient des dynamiques de croissance très différentes au cours de l'année. 10 élevages bovins ont été suivis dans le cadre de ce dispositif sur la période 2017-2021, 8 élevages allaitants et 2 élevages laitiers. Et comme je vous le disais, donc, il y a 2 types de suivi qui ont été mis en place. Le premier, c'est le suivi de la hauteur d'herbe. Donc, c'est un suivi hebdomadaire sur chaque exploitation. Donc, un lot de 5 à 12 pâtures était suivi toutes les semaines, et ils le sont encore à présent. Et donc, sur chaque parcelle de pâture, donc, il y a une zone représentative de la parcelle de 2000 m² qui a été définie. Et donc, sur ces 2000 m², 50 mesures à l'herbomètre étaient réalisées chaque semaine. Et donc, c'est la valeur moyenne de ces 50 mesures qui permettent de déterminer la hauteur d'herbe de la prairie chaque semaine. En parallèle, de 2017 à 2020, des mesures de densité d'herbe visant à évaluer la densité d'herbe étaient faites en parallèle. Donc, c'était sur les mêmes lots de pâture du suivi de croissance. C'est un suivi qui, dans un premier temps, était fait toutes les semaines, puis dans un second temps, a été fait tous les 15 jours pour des raisons de pratique. Donc, à chaque passage, 9 prélèvements au quadrat étaient faits sur 3 parcelles du lot suivi. Donc, on utilisait des quadrats circulaires de 65 cm de diamètre. Et donc, les parcelles étaient choisies en fonction du stade de la prairie. L'objectif, c'était d'avoir une diversité de stades et d'auteurs d'herbe, mais toujours des stades valorisables par les animaux. Donc, pour chaque prélèvement, avant toute chose, il y avait une hauteur d'herbe qui était réalisée avant la récolte de l'herbe présente dans le quadrat. Puis, l'herbe dans le quadrat était récoltée et pesée en verre. Puis, on faisait une hauteur d'herbe de sortie. Un sous-échantillon était réalisé pour chaque quadrat pour pouvoir mesurer en laboratoire dans un second temps le taux de matière sèche, donc par séchage à l'étuve à 70 degrés pendant 48 heures. En plus, comme on avait la capacité de le faire, l'ARP avait la capacité de le faire, une analyse de la valeur alimentaire était réalisée à l'aide d'un spectromètre dans le proche infrarouge, qui a été calibré sur les espèces fourragères de la Réunion. Donc, je vais vous présenter maintenant les résultats qui ont été obtenus. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de l'analyse, mais plutôt les résultats finaux. Sur la partie suivie de la densité d'herbe, on est arrivé à l'obtention de 2 grilles de densité de référence qui permettent de convertir donc une valeur de hauteur d'herbe en un stock d'herbe disponible. Donc, la première grille, que je vais appeler la grille standard, va prendre en compte le mois, la présence ou l'absence d'un feutrage de stolon, la hauteur d'herbe et le taux de matière sèche. Donc, c'est une grille complète qu'on va pouvoir utiliser
quand on a la capacité d'évaluer le taux de matière sèche de la prairie, soit en faisant une mesure via une étuve ou grâce à un capteur, soit par une évaluation visuelle parce que la personne qui fait le suivi a la capacité de faire une évaluation visuelle de ce taux de matière sèche, sachant qu'on est sur des gammes de matière sèche qui sont assez larges. Pour donner un exemple concret de l'utilisation de cette grille, une prairie sans tapis qui va être suivie en mai avec une hauteur d'herbe de 15 cm. On va utiliser ça, donc on se positionne sur le mois de mai, sur une hauteur d'herbe de plus de 13 cm, pour une valeur de plus de 20%, comprise entre 20% et 30% de matière sèche. Donc, on va pouvoir se positionner là. Et donc, en multipliant la hauteur et cette densité, on va pouvoir obtenir une valeur de 3,8 tonnes de matière sèche, par exemple. Une deuxième grille, dite simplifiée, a été définie. Celle-ci prend le mois, en compte le mois, la présence, absence de tapis et la hauteur d'herbe. Et par contre, ne prend pas en compte le taux de matière sèche. Donc, c'est une grille qui va être utilisée dans le cas où on est sur un suivi où on ne peut pas mesurer ou évaluer le taux de matière sèche. Donc, on pourrait dire dans un suivi classique d'évaluation du stock d'herbe présent, par exemple, sur une prairie, dans le cadre du conseil. Donc, le deuxième principal résultat obtenu dans le cadre de ce projet, c'est des courbes de croissance de l'herbe pour les 3 secteurs de l'île. Donc, le secteur de la plaine des CAF, des Hauts de l'Ouest et du Sud. Ces courbes de croissance, elles nous ont permis donc de définir les dynamiques de croissance des 3 secteurs et de vérifier ce qu'on observait déjà sur le terrain, c'est qu'on avait des dynamiques de croissance qui étaient distinctes, donc avec donc une pousse sur la zone sud qui est comprise entre 800 et 1000 mètres d'altitude, 20 200 dans le secteur de Saint-Pierre et Montvert. On va avoir une pousse qui est globalement assez élevée toute l'année, avec une période sèche plutôt réduite au cours de l'année. Et ça s'explique parce que les conditions météorologiques sont plutôt favorables dans ce secteur. C'est un secteur assez pluvieux où la température baisse peu en saison fraîche. Dans les Hauts de l'Ouest, on avait régulièrement un retour des éleveurs qui nous disaient que la saison sèche était très longue et que cela a impacté fortement leur production. Donc, on a pu le confirmer. Donc, on observe qu'on a bien une saison sèche de faible pousse qui est beaucoup plus longue que les autres secteurs, et ce qui explique du coup des rendements qui sont plus faibles et qui sont observés sur le terrain. Donc, ces résultats, cette courbe, nous ont permis aussi d'obtenir des résultats chiffrés et d'avoir une idée du niveau de croissance à La Réunion comparativement à d'autres territoires comme la métropole ou par exemple la Guyane, où un autre observatoire s'est mis en place à peu près à la même période qu'à La Réunion. Donc, on a une croissance annuelle qui va varier à La Réunion entre 20 et 120 kg de matière sèche par hectare et par jour. Ces courbes de croissance, elles nous ont permis derrière de calculer des indicateurs pour redéfinir le conseil. Donc, l'idée, c'était, comme on voit la dynamique annuelle avec la variation mensuelle, c'est de redéfinir différentes saisons de croissance et pour chaque saison de croissance, redéfinir des indicateurs de gestion du pâturage. Donc là, c'est la courbe de la plaine des CAF. Pour la plaine des CAF, on a découpé l'année en 4 grandes périodes. Une période d'octobre à décembre de redémarrage de la croissance, de janvier à mars de pleine pousse, d'avril à mai de décroissance parce que les conditions météo se rafraîchissent et que l'eau se fait moins présente, et enfin de juin à septembre une période de pousse ralentie. Pour chaque période, on a défini des temps de repousse optimal pour obtenir un niveau de stock d'herbe sur pied adapté au pâturage. On a redéfini aussi des valeurs de chargement et des surfaces à offrir pour chaque couple mère-veau. Après, il y a d'autres indicateurs qui peuvent être calculés. Je ne les ai pas tous présentés ici. Et donc là, c'est un travail sur lequel c'est un travail qu'on est en train de finaliser
avec l'ARP et l'Institut de l'élevage pour essayer de bien ajuster ces valeurs pour être sûr de proposer des niveaux de chargement, notamment qui soient adaptés à chaque secteur. Bon, pour avoir un ordre d'idée, à l'heure actuelle, le chargement moyen des élevages bovins allaitants, qui représente 80% des pâtures, est de 1,5 UGV hectare. Et ça va varier de 0,5 à 2, voire 2,5 dans la majorité des cas. Et on a des élevages aussi, notamment dans l'observatoire, qui ont des chargements beaucoup plus élevés. Les estimations de chargement adaptés pour chaque saison sont globalement plus élevées que ce qu'on observe en réalité sur le terrain. Donc, ça pourrait nous questionner. Après, on a eu la chance de mettre en place un suivi chez des éleveurs qui avaient plutôt des bonnes pratiques de gestion du pâturage. Et on a notamment un élevage dans le suivi qui est à des niveaux de chargement sur l'année de 3,7 UGBA. Donc, ça valide les évaluations qu'on a fait derrière de chargement. Mais donc, c'est des chiffres, comme on va quand même passer de valeurs assez faibles à des valeurs assez élevées, ce sont des chiffres qu'on va retravailler pour être sûr de bien prendre en compte la variabilité mensuelle et la variabilité interne, et pour pouvoir proposer derrière une mise en place progressive aux éleveurs dans leur changement de pratique. Donc la finalité, comme je le disais tout à l'heure, c'est de revoir les itinéraires techniques pour chaque secteur fourrager et vraiment avoir un conseil régionalisé et saisonnier adapté donc, à la pousse de l'herbe de chaque secteur, et de pouvoir conseiller les élevages tout au long de l'année. Et donc, ces courbes de croissance, elles ne vont pas non seulement nous permettre de définir des chargements optimaux ou des surfaces à offrir, mais également de définir à quelle période il vaut mieux fertiliser et à quel niveau. Notamment en période de pleine pousse, ce n'est pas forcément nécessaire de fertiliser parce qu'on est dans une période où la minéralisation du sol est telle que en fait, l'explosion de pousse, elle repose uniquement là-dessus. En termes de valorisation des résultats, l'une des principales valorisations de ce travail, c'est la mise en place en 2019 d'un bulletin de la pousse de l'herbe. Donc, tous les mois, l'ARP édite un bulletin de 2 pages qui fait un point sur la croissance et la météo du mois précédent, fait des conseils sur la gestion du pâturage adapté à cette croissance et ajoute donc à chaque fois un article technique sur la gestion du pâturage pour faire des rappels ou les informer sur les dernières connaissances acquises dans le cadre des programmes de recherche locaux. Une fois par an, il y a un bilan de la croissance annuelle qui est fait. Et donc, c'est un outil de transfert qui est communiqué par mailing list, mais également via les réseaux sociaux sur le compte Facebook de l'association. Autre valorisation des résultats, ça a été la mise en place ces 2 dernières années d'animation technique auprès des éleveurs pour leur présenter, leur faire des rappels sur les bonnes gestions de pâturage et leur présenter le dispositif. Donc, c'est des animations qui devraient être poursuivies justement par la suite pour présenter les résultats de l'observatoire qui sont assez récents et pouvoir discuter sur une évolution des pratiques. Enfin, on vient juste de publier 2 articles pour la revue Fourrage, donc pour leur numéro 2022 spécial DomTom. Donc, un article où on présente la démarche qui a été mise en place pour définir des grilles de densité d'herbe, et un autre article qui présente l'observatoire, le dispositif, les suivis mis en place et donc les premiers résultats obtenus. Une revue qui devrait être publiée début avril. Les perspectives, pour finir, donc le dispositif devrait se poursuivre encore pendant au moins 3 à 5 ans. L'objectif, ça serait de consolider les données acquises et de bien prendre en compte la variabilité interannuelle, parce que les 2 premières années du suivi ont été très particulières en termes de conditions météorologiques, non pas forcément représentatives de la normale, des normales saisonnières. Des analyses complémentaires vont être réalisées. Donc, au niveau du SURAD, on va étudier le lien entre croissance et conditions météorologiques, parce que, donc ça je ne l'avais pas précisé, mais pour chaque site suivi, on a la possibilité d'obtenir les données météo. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de faire un lien entre
donc les conditions météorologiques et la croissance obtenue au cours de l'année. Il y a également un travail qui va être fait sur l'analyse de l'évolution de la valeur alimentaire. Donc, comme je le disais, à chaque mesure de densité d'herbe, il y a une analyse du fourrage qui a été réalisée. Et par la suite aussi, l'ARP réalisait des mesures aussi, des prélèvements ponctuels. Donc, l'idée, c'est d'essayer de valoriser cette grosse base de données de valeur alimentaire du fourrage et essayer de faire des liens avec la croissance, avec la hauteur d'herbe. Enfin, tous les ans, il y a une mise à jour qui va se faire des courbes de croissance et des indicateurs qui sont calculés à partir de cette croissance pour toujours pouvoir améliorer donc le conseil qui est apporté derrière. Enfin, ce dispositif, ça va être un outil pour faire du transfert de connaissances. L'idée, c'est d'utiliser les fermes du réseau qui sont plutôt dans des bonnes pratiques de gestion du pâturage pour former les éleveurs et les éleveuses, car on se rend bien compte que souvent les messages passent mieux quand ils passent par les éleveurs eux-mêmes. L'objectif, donc, c'est de pouvoir informer, comme le suivi va se poursuivre, c'est de pouvoir toujours continuer à informer et conseiller toute l'année sur la pousse de l'herbe via le bulletin ou donc le conseil en direct des conseillers de l'ARP. En métropole, il y a un réseau national des observatoires de la pousse de l'herbe qui s'est structuré ces 10 dernières années. Donc, les premiers se sont développés, si je me souviens bien, en Bretagne, dans des départements où ils avaient un peu les mêmes questionnements que nous, on a eu ces dernières années à La Réunion, et où ils ont développé toute cette approche de suivi de la pousse de l'herbe à travers l'herbomètre. Donc, on s'est inspiré de ces dispositifs pour créer le protocole et le dispositif de La Réunion. On l'a adapté parce qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes questionnements et pas tout à fait les mêmes types de prairies. L'idée, c'était aussi de pouvoir utiliser ce dispositif pour acquérir d'autres connaissances qui nous manquaient, notamment sur la valeur alimentaire des fourrages. Donc, on a ajouté la partie valeur alimentaire, mesure de la valeur, suivi de la valeur alimentaire, qui n'existe pas forcément en métropole parce que là-bas, les analyses se font en chimique majoritairement, donc ça a un coût. Et donc, à La Réunion, il y a la chance d'avoir 2 laboratoires SPIR qui sont calibrés pour pouvoir mesurer la valeur alimentaire du CIRAD. Donc, au CIRAD qui a développé la technique et à l'ARP qui est un laboratoire d'analyse des fourrages qui a été mis en place avec l'appui du CIRAD. Les différences aussi par rapport au dispositif de métropole, c'est que nous, on avait besoin d'obtenir rapidement des résultats. Donc, on est parti quand même sur des suivis beaucoup plus denses dans le temps qu'en métropole. Il faut savoir qu'en métropole, il y a 6 mois de pousse de l'herbe. Ça peut aller un peu plus loin pour certaines régions et en fonction de la gestion du pâturage, mais globalement, les secteurs où il y a des suivis et des bulletins de la pousse de l'herbe, ça se fait sur 6 mois de l'année. Donc, les suivis étaient faits sur 6 mois également. Nous, ici, on a une pousse toute l'année, donc le suivi a été mis en place toute l'année, et donc les mesures de densité également. Et on a fait beaucoup plus de mesures de densité beaucoup plus fréquentes que ce qui avait été fait dans les autres dispositifs, parce que on avait besoin d'avoir des résultats rapidement, et on se posait beaucoup de questions du fait de la spécificité de nos prairies, du fait de la dominance du kikuyu dans le couvert. Ce qui fait qu'on a un dispositif qui est très original par rapport au reste du réseau national, parce qu'on a énormément de données, et en termes de grille de densité, personne n'a été aussi loin. On a eu plus de 2000 mesures de densité qui ont été faites. Donc, ça nous a permis derrière de vraiment modéliser un lien entre la hauteur d'herbe et le couvert. Et oui, c'est transférable. On a échangé avec la Guyane qui a mis en place un dispositif similaire et aussi qui l'a adapté à ces contraintes spécifiques du territoire. Et en Nouvelle-Calédonie aussi, il y a eu une tentative de mise en place d'observatoires où, à ma connaissance, ils ont dû arrêter parce qu'ils avaient une contrainte particulière, c'est que l'herbomètre, il est utilisable que sur des hauteurs de couvert de
de quelques centimètres à 20 centimètres maximum. Au-delà, son évaluation elle est biaisée par le port de la plante. Et le problème, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, les hauteurs d'herbe de valorisation sont beaucoup plus élevées. On est plutôt de l'ordre de 50 voire 1 mètre de hauteur. Donc, du coup, le suivi type herbomètre n'a pas fonctionné. Et ils étaient partis sur une autre approche, mais je ne sais pas où ils en sont. Et en Guyane, ils ont nettement moins d'éleveurs dans le réseau et ils ont une approche qui est différente aussi en termes de qu'est-ce qui est mesuré et comment. Et d'un point de vue rapport avec les éleveurs, du coup, la façon dont c'est structuré l'observatoire et ce rapport avec les éleveurs, la façon dont vous avez choisi de développer des communications par bulletin, par Facebook, etc. Est-ce que tu pourrais un peu revenir sur la genèse un peu de ce fonctionnement-là, parce qu'il m'a l'air de quand même plutôt bien fonctionner à La Réunion. Ça peut être des points qui vont être intéressants pour certains de nos interlocuteurs, de nos spectateurs aujourd'hui, sur des mises en place d'observatoires similaires. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de la façon dont vous avez communiqué, dans les choix de communication que vous avez fait avec les éleveurs? Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché aussi, qui pourrait aiguiller un peu nos spectateurs sur des tentatives similaires? Donc, à la genèse du projet, on a choisi des élevages que l'on connaissait, qui avaient des bonnes pratiques en matière de gestion du pâturage, qui s'approchaient d'un vrai pâturage tournant, alors qu'à l'heure actuelle, la majorité des éleveurs sont plutôt dans un pâturage tournant simplifié, où il y a un grand nombre de parcelles très grandes, ce qui du coup explique une partie de la sous-valorisation. Donc, on a choisi des éleveurs qui avaient plutôt des bonnes pratiques et qui avaient envie de les améliorer. Il y avait vraiment cette envie d'améliorer leur façon de faire et qui, globalement, étaient des bons communicants et avaient envie d'accueillir des groupes chez eux pour parler de leurs pratiques. Et d'ailleurs, il y a des éleveurs qui sont sortis du suivi parce qu'ils n'avaient pas cette envie-là et qui étaient moins intéressés au final par ce qu'on voulait mettre en place. Donc voilà, donc déjà à la base, c'était important pour nous d'avoir des éleveurs qui avaient des bonnes pratiques, qui avaient envie de les améliorer et qui avaient envie de communiquer dessus pour pouvoir s'appuyer sur ce réseau pour faire changer les pratiques de l'ensemble des éleveurs. Après, sur la communication par bulletin et via les réseaux sociaux, on s'est inspiré de ce qui se faisait en métropole. En métropole, c'est toutes les semaines pendant la période de pleine pousse. Nous, comme on débutait, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas le recul suffisant de faire ça toutes les semaines, et puis c'est assez lourd. Dans la mesure où les éleveurs n'étaient pas forcément informés sur les principes, les objectifs du dispositif, l'idée c'était plutôt d'être sur un format mensuel et au fur et à mesure qu'ils soient formés et informés sur le dispositif et son utilisation. Peut-être passer dans un second temps, l'ARP pensait peut-être passer dans un second temps à une fréquence plus élevée. Voilà. Après, il y a eu quand même un gros travail par rapport aux autres dispositifs métropolitains sur le format du bulletin, avoir quelque chose d'assez pédagogique, assez visuel, parce qu'on sait que les éleveurs aujourd'hui, ils ont peu de temps à consacrer à la lecture de documents. Donc, il y a eu un gros travail de fait là-dessus. Et on a utilisé Facebook comme un des principaux biais de communication de ce bulletin, parce que des études montrent que c'est un média qui est très utilisé par les agriculteurs. D'accord, ben, merci beaucoup pour cette réponse. Je pose plutôt une question, donc je ne sais pas si c'est vrai que l'entrée, c'est l'herbe, la pousse de l'herbe en fait. Mais est-ce que tu as vu des éléments en fait plus globaux des stratégies de l'exploitation en soi qui peuvent influencer cette pousse d'herbe, on va dire par exemple en interaction entre un atelier avec notre production qui peut permettre de fertiliser les surfaces fourragères par exemple. Et dans quoi aussi les stratégies de peut-être plutôt commerciales à la période, par exemple, les éleveurs vendent leurs animaux, qui va conditionner du coup donc toute
peut-être la période, la saison de vélage et tout ça. Est-ce qu'il y a une influence aussi, il peut être enlevé d'adaptation par rapport à cette pousse d'herbe qui, de toute manière, sera toujours très variée parce que les conditions climatiques sont très différentes en fonction de période de l'année. Alors, on n'a pas été à ce niveau d'analyse pour le moment. Il n'y a pas eu vraiment d'analyse poussée des pratiques des éleveurs et de leurs objectifs et démarches pour essayer de comprendre s'il y avait un impact sur la croissance. C'est vrai que tu fais bien de le souligner, ça serait un point à creuser. Globalement, les animaux sont vendus tout au long de l'année, les veaux. Donc, ça n'a pas trop d'influence sur la croissance de l'herbe. Ce qu'on a observé, c'est que au fil des années, les éleveurs, en fonction des retours qu'on leur faisait, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais toutes les semaines, il y a un compte-rendu qui leur est fait assez visuel de leur croissance de l'herbe avec des conseils associés. Et donc, certains s'en sont saisis pour modifier leurs pratiques. Et on a pu voir et faire des hypothèses de certains leviers qui peuvent jouer sur la croissance. Notamment, on savait déjà, mais du coup, qu'on a pu observer en temps réel, c'est que le recloisonnement des parcelles et l'augmentation du chargement instantané, qui améliore la valorisation de l'herbe. Voilà. Après, on n'est pas rentré sur un niveau poussé pour essayer de voir vraiment un lien direct entre pratique et croissance. En attendant, je vais peut-être apporter une précision là, sur la question que tu me posais sur le transfert. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai oublié de parler des animations bout de champ qui ont été faites tout au long du projet par l'ARP. Ça, c'est vraiment un outil de transfert et de communication et d'échange avec les éleveurs qui est très riche parce qu'il nous a vraiment permis de comprendre un peu l'état d'esprit des éleveurs et d'identifier des freins. Est-ce que tu peux revenir sur ce qu'est un bout de champ pour que ça soit bien compris? Du coup, on invite par secteur des éleveurs à participer à une animation assez rapide d'1 heure sur une parcelle chez un éleveur. Donc, de manière générale, ça peut être un peu chez tout le monde, mais on en a fait des spécifiques à l'observatoire et au pâturage chez des éleveurs de l'observatoire. Et donc, on a invité les éleveurs à venir discuter sur une thématique. Donc, on leur faisait une présentation courte de 15-20 minutes sur le pâturage, un peu revoir les bases, parler de l'observatoire. Et après, l'idée, c'était de les faire discuter, échanger sur leurs pratiques et d'avoir leur retour d'expérience. Et notamment, ce qui est ressorti, c'est que c'est plus la fertilisation qui questionne les éleveurs que la gestion du pâturage. Ils ont bien conscience qu'il y a des périodes de manque et des périodes de surplus qui sont difficiles à gérer, mais il n'y a pas forcément, dans une majorité des cas, de questionnement sur comment ils pourraient faire mieux. C'est plus l'aspect fertilisation des prairies qui les questionne. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les messages passaient nettement mieux quand c'est les éleveurs qui en parlent. Et on a eu le cas notamment d'un élevage où on essayait de lancer la discussion sur le pâturage et ça ne marchait pas. Et il a suffi que l'éleveur chez qui on était fasse une remarque sur le fait que son frère, qui est juste en dessous, qui a une pratique au fil qui est différente, a de meilleurs résultats que lui avec son pâturage tournant classique pour lancer la discussion et éveiller la curiosité des éleveurs sur cette thématique-là. L'un de vos retours à ce niveau-là, c'est que dans une démarche de lien avec les éleveurs, le participatif marche parfois mieux que du simple top-down avec des exposés ou des choses de cet acabit-là, quoi. Tout à fait, oui. Comme je disais, sur le bulletin, on a peu de retours sur l'impact que ça a sur les éleveurs. Par contre, les animations, on le voit tout de suite l'impact que ça a sur la réflexion. Et il y a eu des éleveurs qui, tout de suite après les animations, ont pris contact avec les conseillers ou essayer de mettre en place des changements de pratique, quoi. C'est un format qui était régulier ou c'est quelque chose que vous faisiez quand cela devenait possible? Ça a démarré, hein, donc c'était assez ponctuel, mais l'idée, c'était à terme de le faire assez régulièrement et à des saisons clés de la pousse de l'herbe.
d'où encore une valorisation de ces courbes de croissance, et c'est de définir des périodes clés où on va pouvoir passer un message aux éleveurs sur une thématique. Du coup, Eva, en fait, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il a un suivi d'avant et après, par exemple, établi dans les temps, par exemple, qui peut permettre d'évaluer est-ce que c'est Eva, de l'intérêt de l'RP ou de développer une évaluation de l'avant et l'après pour vraiment avoir de manière plus concrète qu'est-ce que ça a pu changer, les pratiques des agriculteurs qui ont vraiment, on va dire, qui ont pris en compte certains de vos conseils ou de vos enseignements? Non, malheureusement, on n'avait pas vraiment réfléchi à cet aspect-là quand on a commencé à mettre en place le dispositif. Donc, il y a des choses qui se sont faites tout au long du suivi, au fur et à mesure. Il y a des bilans fourragers qui ont été faits chez une majorité d'éleveurs. Pas forcément la première année, mais bon, sur des périodes où ils étaient encore sur les mêmes pratiques. Donc, il y a sûrement possibilité de voir avec l'ARP si il serait OK pour faire des bilans fourragers après X années et puis essayer de voir un peu si on a une amélioration de la valorisation de l'herbe. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment réfléchi à ça donc, en amont. Du coup, ça pas, je ne sais pas si on pourra en tirer quelque chose. Mais déjà, ces bilans fourragers, ça peut être une première approche. Bien, merci Thiago pour ta question. Je remercie chaudement Maëva pour cette présentation qui était non seulement très claire mais très intéressante. Je remercie aussi nos deux interprètes, Emeric et James, qui, comme hier, nous ont fait le plaisir de traduire en temps réel ces événements. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et une bonne fin de matinée selon votre fuseau horaire. Merci beaucoup.